Alors voilà, je suis aujourd'hui devant la maison de la députée à l'Assemblée nationale, Madame Marilyn Picard. Donc c'est la députée de la circonscription de Soulanges, de la coalition Avenir Québec. Donc je viens faire une entrevue avec elle et c'est dans le cadre de ma mission de vous servir, de vous montrer des femmes qui ont réussi, des femmes qui ont persévéré et pour vous dire que vous aussi vous êtes capable de faire, même si vous avez des obstacles, des difficultés. Les difficultés et les obstacles sont là pour nous faire grandir, pour nous montrer que on est sur le bon chemin. Merci beaucoup d'avoir accepté. Je sais que votre emploi du temps aussi il est très chargé et vous avez accepté de faire cette entrevue. Je suis enseignante à la base, mais je m'intéresse depuis 2-3 ans à l'épanouissement de la femme, à l'avancement de la femme au niveau physique, émotionnel, nutritionnel. Alors, je me suis engagée dans le fitness, dans l'entraînement, dans la nutrition, et j'ai beaucoup de femmes qui me suivent et qui s'inspirent et que je les inspire. Je m'inspire d'elles aussi. J'ai besoin de votre inspiration, je crois. Surtout au niveau nutrition. Oui, des fois, on se laisse aller, c'est ça. Alors, donc, je me suis dit, j'avais des problèmes moi aussi au début pour percer, pour persévérer, pour avoir cette confiance. Et à chaque fois que je travaillais sur moi, je transmettais ce que j'ai appris aux femmes pour les inspirer, espérons-le. Et plus tard, je me suis dit, au lieu que ce soit juste moi, donc se concentrer sur moi, pourquoi ne pas voir d'autres femmes qui ont réussi, qui ont percé, que ce soit au niveau social, personnel, familial, peu importe, pour pouvoir transmettre ces entrevues-là à ces femmes-là, donc pour les aider. Alors, c'est ça le but, en fait, de mon entrevue. Et j'ai commencé à faire le tour de ces femmes et j'ai tombé sur vous parce que j'ai vu votre site, je vous ai écouté aussi, ça m'a inspirée de venir vous voir. Alors, je n'étais pas sûre que vous allez accepter, mais bon, quand M. Lessard m'avait dit que oui, je me sentais tellement privilégiée. Alors, mais ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup. Alors, vous êtes députée à l'Assemblée de la circonscription de Soulanges depuis 2018, mais je sais que vous avez d'autres fonctions aussi, c'est ce que j'ai vu. Alors, si vous pouvez juste nous parler un petit peu pour nous mettre dans le contexte. De l'autre fonction. Oui. OK. Oui, à la base, je suis députée de Soulanges. J'ai été élue par les citoyens de Soulanges, de 16 municipalités. Et puis, le premier ministre m'a mandaté, en fait, il m'a donné un rôle d'adjointe parlementaire du ministère de la Santé. Ce que ça fait un peu, c'est que j'ai la chance de pouvoir travailler sur des dossiers plus en profondeur avec le ministre de la Santé. En ce moment, c'est M. Dubé. Anciennement, c'était Mme Mécan. Donc, j'ai travaillé étroitement avec Mme Mécan pour... mon ancien mandat, c'était d'aider les personnes handicapées pour voir à leur meilleur épanouissement et tout, surtout soutien financier. Et puis là, maintenant, c'est ça, je suis avec M. Dubé pour vraiment voir, là, avec la deuxième vague, avec les soins à domicile et tout ça, on travaille en équipe ensemble là, pour regarder tout ça, là, pour améliorer là, le système de santé. Et puis, en tant qu'adjointe parlementaire, c'est sûr que à l'Assemblée, j'ai un rôle particulier aussi. Je peux, en fait, je parle au nom du ministère dans certaines séances de travail. Les gens, c'est comme trop d'habitude, là, mais en fait, c'est que les séances de travail, on est plusieurs députés, l'opposition et les députés du gouvernement. Et puis, le ministre n'a pas le droit d'être là. C'est vraiment l'adjoint parlementaire qui parle au nom du ministère. Et puis souvent aussi, quand M. le ministre ne peut pas se présenter à un endroit, je peux être appelée à le remplacer. S'il y a un événement, supposons, de leur camp, il peut me dire « Marianne, est-ce que tu peux y aller à ma place? Parce que j'aimerais vraiment ça que le ministère soit représenté. » Donc, je peux faire aussi du remplacement pour des représentations. Donc, voilà, c'est mon petit côté adjoint parlementaire. Et j'ai vu aussi, en fait, j'ai compris, mais vous pouvez me corriger aussi, que vous étiez porte-parole aussi de mouvement parents. Et je sais que vous avez aussi un enfant avec des difficultés, mais je ne sais pas si c'est physique ou... oui. Et là, je voulais juste savoir, en fait, comment ce mouvement-là est parti. Est-ce que c'est suite à cette naissance ou il était avant? Et pourquoi vous n'étiez plus porte-parole? Est-ce que je sais pas porte-parole? Exactement. En fait, moi, la particularité, là, pourquoi je suis en politique, j'ai mis au monde une petite fille que je pensais qu'elle était normale, là, si on veut. À 3 semaines de vie, on a su qu'elle avait un petit problème génétique.
Puis là, plus le temps a passé, plus on a vu que c'était très grave comme lourdeur d'handicap. C'était très sévère. Et puis là, je me voyais où est-ce que je pouvais plus retourner sur le marché du travail. Moi, j'avais mon plan dans ma tête, je voulais faire ça, on était entrepreneur, on voulait faire plein d'idées. Puis là, je me suis dit, oh, je peux plus retourner travailler, je dois m'occuper de mon enfant à la maison. Je l'adore, puis on était très, très, très occupés, beaucoup d'hospitalisation, beaucoup de transports ambulanciers. C'était un feu roulant, là. Puis là, un jour, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens que je puisse pas retourner travailler, puis que là, la condition de mon enfant fait en sorte qu'on est appauvri, la famille est appauvrie parce que ça coûtait énormément cher d'hospitalisation, pour tous les frais des hospitalisations, mais des médicaments, des transports ambulanciers, il y avait tellement beaucoup de coûts que là, je me dis, ça balance pas dans notre budget, je peux pas retourner travailler, notre budget familial est impacté, puis là, il y a beaucoup plus de dépenses, puis là, je me dis, ça n'a pas de bon sens que le gouvernement ne nous aide pas plus. Donc, c'est là que j'ai monté un mouvement avec une amie qui, elle aussi, en fait, c'était pas mon amie avant, mais on s'est regroupés. On était des mamans militantes. On s'est regroupés pour faire un mouvement qui s'appelle Parents jusqu'au bout. Donc, vous l'avez parti. Oui, exactement. On a monté ça un peu comme une business. On a fait un site web, on a fait un logo, on allait faire des représentations. On faisait vraiment beaucoup, beaucoup de médias à ce moment-là. Et puis, ça nous a amené à mettre sur pied. En fait, on a fait beaucoup, beaucoup de représentations médiatiques, ce qui nous a amené dans le politique. À ce moment-là, c'était avec les libéraux. Et puis, on a réussi à avoir un programme pour les enfants qui sont lourdement atteints. Et puis, en fait, après, je trouvais tellement qu'il y avait plus à faire. Il y avait d'autres enfants handicapés qui avaient vraiment des grands besoins que ce programme-là ne cadrait pas. Donc, j'ai tout bonnement demandé à la coalition Mérite s'il y avait un candidat dans mon coin, puis ils m'ont dit si t'es partante, on prend. Donc, voilà, c'est pour ça que là, je suis arrivée en politique. C'est pour continuer à militer pour les parents qui ont des enfants avec des déficiences intellectuelles, mais beaucoup plus aussi, là, parce que j'ai un bagage de soins à domicile, de par la condition de ma fille. Là, je connais beaucoup les soins à domicile aussi. Donc, ça fait un plus au gouvernement d'avoir quelqu'un qui vit la situation à la maison, de couches, de soins, de services. Là. Donc, c'est vraiment aidant. Là. Je peux vraiment aller voir des collègues directement pour dire ce programme-là ne fonctionne pas, il y a telle chose à changer. Donc, c'est une rapidité vraiment non négligeable. Oui, mais est-ce que jusqu'à maintenant, est-ce que ça fonctionne? Ils ont des services, ces enfants-là? Est-ce que ça continue? Oui, exactement. Là, on a réussi là, ça fait bientôt 2 ans qu'on est là. On a réussi à aider 4000 enfants supplémentaires en élargissant le programme qui avait été mis sur pied avant. Et puis là, en juillet dernier, on a utilisé un programme pour aider les adultes handicapés, les parents qui s'occupent de leurs enfants adultes handicapés à la maison. Donc, les proches aidants, dans le fond, on vient les aider financièrement. Donc, déjà, en moins de 2 ans, là, on a déjà tout fait ça. C'est en soi là, un exploit. Pour moi, c'est les plus belles journées de ma vie là, quand je voyais ça, là, quand j'ai vu que j'avais fait, que j'avais réussi. C'est tout un travail. On est fiers à la fin quand on arrive à un résultat, c'est sûr. Avez-vous d'autres enfants? Oui, on est une famille recomposée. Okay. Mon mari avait 3 enfants quand j'ai rencontré. On a eu 2 autres ensuite ensemble. Donc, on est 5 dans la maisonnée. Okay. Et qu'est-ce qui vous a amené, je sais que tout ça va vous amener en politique, mais pourquoi la coalition Avenir Québec? Parce que je savais que c'est un parti pour les familles. Je savais un petit peu dans les grandes lignes de leur programme, là, comme de quoi qui voulaient changer les choses. Donc, j'ai vraiment pensé à eux là, parce que probablement, je n'étais pas séparatiste, là, donc ça éliminait les autres partis, puis les libéraux non plus, là, c'était pas... voilà, ça s'est fait vraiment... Mais donc, être député, ça s'est fait comme ça, ou est-ce que vous avez travaillé pour y arriver? Est-ce qu'on arrive... Qu'est-ce que ça prend pour arriver? Ou dans votre cas, comment ça s'est arrivé que vous êtes devenu député? En fait, c'est ça. J'ai demandé à un candidat dans mon coin. Puis là, ils m'ont dit la place
on n'a pas encore statué le candidat. Donc, j'ai fait des entrevues. Donc, vous voulez être... oui. Vous voulez... Okay. Oui. Okay. Il y a plusieurs candidats souvent qui se font approcher par les partis politiques. C'est ça. Mais moi, j'ai vraiment voulu avoir cette place-là. Puis je me rends compte que je la voulais pour changer plein de belles choses au Québec. Mais plus je suis à l'intérieur de mon rôle de député, plus que je veux changer les choses dans mon coin, dans mon quartier, c'est un sentiment d'appartenance. Je vois que mes agriculteurs ont besoin d'aide. C'est vraiment stimulant là, comme métier. Là, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais je vois, j'ai entendu aussi dans votre vidéo que ça vous motive d'être là. Puis j'imagine, est-ce que c'est ça la cause qui vous motive, la cause pour laquelle vous êtes impliqué? C'est ma motivation de départ. Mais là, je vous dirais qu'elle a changé. Ma motivation de départ, c'était vraiment de changer les choses pour le Québec, pour les personnes handicapées. Ça l'est encore, c'est sûr. C'est sûr que je continue. Mais comme il y a beaucoup de choses qui sont réglées déjà, là, je vois que je suis capable d'aller faire d'autres choses pour mes municipalités ici, mon coin. Ça, c'est... Ben oui, c'est valorisant. Oui, c'est sûr. Puis, est-ce que c'est difficile de concilier maison, famille et votre travail? J'imagine que ce n'est pas un travail aussi qui est facile. Puis vous avez aussi un enfant qui a besoin énormément de... C'est très, Comment vous faites? c'est beaucoup de logistique. Vraiment, j'ai encore mon mari à la maison. Mon mari est avec moi, qui m'aide dans tous les soins de la petite. Mais c'est sûr que, supposons, je vais à Québec du mardi au jeudi soir. Donc là, quand je reviens le vendredi, je dois m'occuper de ma petite le matin avec mon mari, changer sa couche, plier son gavage. Là, on l'amène dans l'autobus. Quel âge a-t-elle? Elle a 3 ans. Non, elle a 8 ans, excusez-moi, elle a 8 ans. Okay. Donc, c'est ça. Donc, c'est comme une organisation. Là. Je vous dirais que la plus grosse difficulté qu'on a, c'est vraiment de gérer les infirmières, les gardiennes à domicile. Là. C'est plus ça là, que c'est un casse-tête, puis ça, c'est la charge mentale d'une maman. Là, elle est plutôt là. Mais une chance que vous avez ça va. Une chance que vous avez cette aide-là. Oui. Ah oui. Sans l'aide des services à domicile, là, mon Dieu, je sais pas comment j'y arriverais. Là. J'aurais besoin de quelqu'un à la maison à temps plein. Là. Donc, on s'occupe on s'occupe des soins la nuit, le jour on a quelqu'un, le temps qu'on ait travaillé. C'est sûr qu'il y a des moments comme avec la pandémie où ça a été vraiment plus difficile. Là. Je ne le cache pas, là, je faisais du télétravail avec ma petite qui chignait. Puis là, c'était pas facile, là, mais mon mari était là aussi. Là, ça prend une bonne équipe maison. Là, les frères aussi qui aident beaucoup. Donc, on est chanceux là, d'avoir toute cette cellule familiale. Là. C'est sûr. Puis qu'est-ce que vous faisiez avant comme travail, avant même de vous lancer dans le mouvement? Oui, ça c'est très spécial. J'étais infographiste, j'ai fait de la retouche d'image. Vraiment aucun rapport avec la politique. Là. Oui, on s'est rencontrés dans Vieux-Montréal. Mon conjoint et moi, on travaillait ensemble avant, puis on a développé une relation. Puis on travaillait ensemble dans une compagnie de design infographie. Donc, j'ai aucun rapport avec la politique, mais vraiment pas. Non, mais je comprends maintenant, je comprends le chemin qui vous a amené à la politique. Ouais. Mais étant donné que je m'intéresse vraiment à comment une femme peut persévérer, peut foncer et avoir une conviction, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez eu comme une hésitation ou un manque ou une peur de vous lancer comme députée dans ce travail? Est-ce que vous avez dit à un moment donné, en quoi je m'embarque, non, c'est pas pour moi, je ne serai pas à la hauteur? Est-ce que des fois, ça nous arrive quand on se lance dans quelque chose, qu'on a une peur, qu'on ne veut pas, une hésitation, mais vous étiez à l'aveuglette comme ça? Vraiment à l'aveuglette. C'est ça. Oui, vraiment, j'avais une conviction, puis je me disais, si ça fonctionne pas, je ferai autre chose, je vais m'en réorienter, mais je fonce vers ce. Donc, vous avez foncé vers ça sans hésiter, sans réfléchir. Je vous dirais, mes yeux fermés un peu, là, je ne savais pas trop, on ne sait jamais c'est quoi un député, qu'est-ce que ça fait, on ne sait jamais, on le sait qu'ils vont à l'Assemblée nationale au Québec, on ne sait pas combien de temps, on ne sait pas combien de jours, qu'est-ce qu'ils font là-bas, c'est un travail qui somme toute, quand on n'a pas affaire avec les députés, on ne sait pas trop ce qu'ils font souvent. Là. Donc, c'était vraiment un métier que je ne connaissais pas tant, mais j'avais appris
Marguerite Blais. Quand j'avais demandé à la coalition Anacabé s'il y avait quelqu'un dans mon coin, j'avais appelé Marguerite Blais, puis j'avais dit Marguerite, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Puis elle me dit Marlène, elle dit très prenant la politique, mais c'est la place si tu veux changer les choses. Elle dit c'est vraiment cet endroit-là, tu es directement haut pour changer des choses. Donc là, après cet appel-là, je me suis dit, OK, ben c'est ma. Donc c'est vrai que ça prend une personne pour juste donner ce coup de pouce-là, hein, pour dire que tu es à la bonne place, tu es capable, vas-y, fonce. Oui. Mon mari puis Marc-Yves là, c'est les deux personnes qui m'ont vraiment qui m'ont dit let's go, t'es capable, fonce. Et là, le charge de travail, est-ce qu'il est lourd ou est-ce que c'est on arrive quand même à. Il y a quand même des moments où est-ce qu'on est capable de dire bon ben pendant cette heure-là, ben, je décroche puis je suis avec ma famille. Ça prend quand même un certain temps, puis c'est pas toujours. Il y a des fois des moments où c'est très roche, là, tout se passe, on peut même pas espérer passer un souper avec sa famille. Là. Mais somme toute, là, on arrive à des moments là, où quelquefois on est capable d'avoir des beaux moments de qualité, puis c'est ça que moi j'adore, là, parce que j'étais à la maison pendant 6 ans avec ma petite à m'occuper que de ses soins. Là. Puis là, je trouve que j'ai beaucoup donné. Puis là, ça fait vraiment du bien là, pour l'épanouissement. Oui, vous donnez autrement. Exactement. En continuant à donner, mais vous donnez. J'ai confiance avec ses soins. Puis c'était les premières années de sa vie qui étaient très fragiles à ma petite. Là, donc c'était là où est-ce que c'était le plus difficile. Mais là, ça va bien, ça me touche. Puis j'ai un bon encadrement, j'ai une bonne équipe à la maison. On pense. Et êtes-vous de nature une personne organisée et disciplinée? Parce qu'un travail comme ça prend de l'organisation et de la discipline. Ou est-ce que vous l'avez développé à mesure? Ou c'est de votre nature? Je pense que je l'ai été organisée quand même, mais c'est sûr que là, on a besoin d'une équipe ici aussi là, pour nous aider, là, parce que sinon, ça part dans toutes les directions. Là. On devient qu'on a trop de choses en tête. Puis, maintenant, c'est l'équipe de comté, l'équipe à Québec aussi, c'est des gens qui sont nécessaires là, pour organiser notre travail. Sinon, on a la difficulté à y arriver aussi. Là, on a besoin de tout. Mais planifiez-vous comme une semaine à l'avance? Est-ce que vous avez comme un agenda et vous commencez à planifier votre semaine? Ben, on a quelqu'un qui fait notre agenda. Okay. Donc, on a ce luxe-là d'avoir une attachée politique qui ne fait que ça, ou presque, de s'occuper de l'agenda. Okay. Les ministres, ils ont encore plus quelqu'un qui ne fait que ça, mais ici, c'est quelqu'un à mon bureau. Donc, eux ici, ils répondent au téléphone, ils prennent des rendez-vous. Donc là, moi, je sais le matin, là, je me lève le matin, puis je sais que de telle heure à telle heure, je suis en rencontre au bureau. Donc, je sais que j'ai une pause. C'est quelqu'un qui fait... Oui, exactement. C'est pas moi qui fait l'agenda. Et je sais que aussi, vous êtes en amour avec la vitalité de la région, vous aimez la gastronomie, et vous avez participé aussi à, je pense, découvrir la région. Il y avait des tours, c'est ça? Oui, j'ai monté ça, en fait, je me suis dit, cette année, comme la COVID nous empêche de faire beaucoup de choses, j'ai entendu des gens dans la région qui disaient on ne sait pas trop quoi faire à Montérégie. Puis là, je me suis dit, ben voilà, les gens qui n'ont peut-être pas les moyens de voyager au Québec, en Gaspésie, peu importe les autres destinations au Québec, je me suis dit, ça serait intéressant que les gens connaissent ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'il y a ici à découvrir au niveau touristique, puis aussi de faire découvrir un peu la région, l'achat local. Donc, j'ai monté ça avec mon équipe. Je me suis dit, OK, on va faire une journée par municipalité. On a 16 municipalités, une journée pour promouvoir qu'est-ce qu'il y a à voir dans cette municipalité-là. Puis là, il y a certains maires aussi que je me suis dit, ça fait longtemps que les maires, je leur parle, surtout en cas de COVID, je leur parlais quand même régulièrement. Mais il y en a certains que j'avais plus de difficultés à me faire rejoindre. J'ai été cibler les gens que je vais rencontrer dans chaque municipalité pour faire un bel étendu pour présenter ce qu'il y a à faire, ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a à manger. Puis je pense que ça a été bien reçu. La population a vraiment aimé ça. C'était interactif. Mais oui, est-ce que c'était la même activité ou est-ce qu'il y avait des concours aussi que les gens traversaient par la voiture et ou répondaient? C'est pas ça. OK, parce qu'il y a eu un autre aussi. Les gens arrivaient en rallye. Oui. Okay. Mais c'est intéressant. C'est une initiative du bureau de comté. On a tout monté. Puis on a voulu faire découvrir la région. Puis ça a bien fonctionné. Il y avait quelqu'un de Saint-Lazare qui m'a écrit wow, une super belle église à Saint-Télésphore. Mais on va y aller. Oui. C'est à 20 minutes, c'est pas loin. Mais
les gens ne connaissent pas des fois les autres. Non, mais nous, on a découvert même des vignobles qu'on ne savait pas que ça existait. On s'en allait des fois à Magog, puis oui, c'est ça, il y en a là. Il y a des vignobles ici. Oui, exactement. C'est ça. Quand vous parlez des enfants aussi, vous avez parlé de concentrer sur leur capacité, non pas sur la capacité. Oui, c'est ça. Comment vous, je ne sais pas si vous avez créé quelque chose où il y a un mouvement, où il y a des gens qui se concentrent sur ces capacités que les enfants ont, ou qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces enfants-là? Est-ce que vous avez découvert des capacités? Le système au complet et la façon qu'il est fait, c'est qu'il y a un problème, on va aller chercher une solution. Mais souvent, même avant qu'on s'aperçoive qu'il y a un problème, l'enfant a besoin d'aide, puis on peut le déceler, puis on peut directement venir l'aider. Je crois qu'il y a eu des avancées quand même dans les dernières années en réadaptation pour les enfants, mais il y a encore beaucoup à faire là, pour les aider dès leur plus jeune âge. Mon collègue Lionel Carman a parti le programme Agerto qui fait en sorte qu'on développe beaucoup de services dans les écoles directement. Donc, avec la première maternelle 4 ans, on va venir à aider beaucoup plus nos petits poux là, qui commencent l'école. Donc ça va grandement aider ceux qui ont des difficultés d'apprentissage et tout. Puis aussi, quand l'enfant handicapé grandit, c'est sûr qu'ils ont d'autres grands besoins aussi. Donc, c'est de voir à inverser, de penser autrement, qu'il y a un problème, une solution. De revoir complètement la machine, ça, c'est quelque chose de vraiment périlleux. Ouais, c'est un changement de mentalité aussi, c'est de faire comprendre un petit peu comme l'institutionnalisation dans les années passées, où est-ce que, on avait un enfant handicapé, on l'envoyait à l'orphelinat. Maintenant, les gens sont plus enclins à garder leur enfant à la maison, puis devient grand l'enfant. La médecine nous sauve nos personnes vulnérables. Tant mieux, mais il faut revoir le modèle pour mieux les outils à la maison. Moi, je pense que tant qu'il y a un proche aidant qui est prêt à s'occuper de quelqu'un à domicile, c'est le premier choix. On a toujours à privilégier. Mais oui, c'est ce qu'on espère en fait, éventuellement que ça se développe aussi, là, que les aidants naturels puissent s'en occuper aussi. La pandémie a beaucoup aidé à voir ça de notre œil, de voir qu'on est mieux de garder les personnes à la maison le plus possible. Je sais, moi je suis libanaise, je viens du Liban et nous on avait cette mentalité-là, on n'envoie pas nos parents dans une institution, peu importe, on les garde à la maison. Et des fois, ici, les gens me disaient, mais vous devriez peut-être les envoyer, mais on a de la difficulté avec ça. On aime mieux les garder à la maison, prendre soin le plus qu'on peut, évidemment. Mais c'est la dernière option là, pour nous. Exactement, c'est ce qu'on devrait faire aussi, parce que on se le doit là, pour nous. Oui, on aimerait les garder le plus longtemps possible avec nous. Les enfants handicapés aussi, c'est la même chose. Les personnes vulnérables au complet, les maladies chroniques aussi, ils sont plus en sécurité, je pense que ça aide un petit peu à leur développement, peu importe physique, mais d'être entouré avec leurs parents, là, c'est sûr. C'est l'amour, ça privilégie, toujours. C'est ça. Et dites-moi, est-ce qu'il existe dans la région des places pour des femmes aussi, des femmes, pas défavorisées, mais des femmes qui veulent avoir de l'aide, que ce soit pour la confiance, pour persévérer, pour, je ne sais pas s'il y a des services, il y a des places aussi. Oui, il y a Femme Moisson, la Centre de Femme Moisson à l'île Pincourt, je crois, là. Je ne sais pas où ils sont situés, mais ils couvrent toute la région. Okay. Et je suis allée les visiter, là, puis ils s'occupent aussi là, des femmes qui sont nouvelles arrivées ici aussi au Canada, au Québec. Mais oui, ils ont une offre de service vraiment bonne. Sinon, il y a l'hébergement à la passerelle aussi qui s'occupe des femmes qui ont subi de la violence conjugale. Il y en a plusieurs. Là. Il y a des organismes que je connais beaucoup, là, les parents d'enfants handicapés, là, qui s'occupent des mamans d'enfants handicapés. Mais oui, on a des bonnes ressources là, quand même. On est privilégiés dans la région. Là. C'est un grand territoire, mais on a des bons organismes qui couvrent quand même l'ensemble des besoins, là, je crois. Mais je trouve qu'on est privilégiés au Québec, qu'on a tous ces soins-là. C'est important d'en profiter, c'est sûr. Oui, on ne se dit pas assez qu'on est quand même chanceux au Québec d'avoir tout ce qu'on a. Je le vois, là, parce qu'ailleurs, il y en a qui n'ont pas de fauteuil roulant, il y en a qui n'ont pas d'aide à domicile, il y en a qui n'ont pas ces choses-là. Puis, on est vraiment chanceux au Québec quand même d'avoir accès à tout ça. Mais oui, moi je dis toujours à mes élèves aussi là, que vous êtes vraiment privilégiés, que cette société-là, en fait, elle met tout à leur disposition pour pouvoir
persévérer, percer, avancer. On est vraiment privilégiés, je trouve. Et la dernière chose que j'aimerais vous demander, si vous avez, sûrement que vous avez un conseil à donner aux femmes qui veulent faire un projet, qui hésitent, qui veulent avancer, qui ont peur, qui veulent percer, qui n'ont pas confiance. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Parce que moi, j'ai beaucoup dans mon réseau des femmes qui me disent, mais Gianna, je viens d'une famille défavorisée, ma mère était soumise, mon père était violent, je ne peux pas avancer. Donc, on a toutes ces craintes, ces peurs qu'on tient de nos parents et on grandit adulte et on n'ose pas. Moi, j'aimerais ça leur donner un espoir que si vous pouvez, et vous voulez, vous pouvez y arriver. Donc, si vous avez un conseil, étant donné que vous avez passé par un chemin quand même assez particulier et vous êtes arrivé, si vous pouvez leur donner un message. Un message, oui. Je dirais vraiment de foncer et de fermer les yeux. Ça, souvent, même si on trébuche, mais c'est comme ça qu'on va essayer. Oui. Dans la vie, il y a comme plein d'obstacles qui nous arrivent et qu'on n'a pas le contrôle dessus. Ouais. Il y en a des choses qu'on a le contrôle, mais souvent on a tendance à trop garder le contrôle puis à s'empêcher justement d'aller un petit peu plus loin. Donc, je crois que de le traiter comme si c'était quelque chose qui... Bon, comme là, je me suis lancée en politique, mais il faut faire ça. Là. Il faut pas trop écouter les gens. Oui. Il faut pas trop écouter les gens parce qu'il y en a beaucoup qui nous découragent. C'est sûr. Puis il faut vraiment foncer, mais de faire comme si c'était quelque chose qui quand on a un enfant, on est enceinte. On fait avec, dans le sens que ça nous arrive. Quand on a un enfant qui est malade, ça arrive, on n'a pas le choix. Non, mais de renverser un petit peu ça quand on a une idée en tête, mais de foncer puis de dire je te donne le droit de ne pas avoir le choix, puis de continuer mon idée, puis de faire fi de tout ce qui se passe autour, là, puis d'y aller avec ce que nous on veut. Je pense que c'est vraiment ça qui est important. Puis même si on est épuisé, de ne pas lâcher. Vraiment pas lâcher, parce que moi, ce que je disais toujours aux autres mamans, là, quand on a parti notre mouvement, je me disais, je leur disais, les filles, c'est sûr qu'on va l'avoir. C'est sûr qu'on va l'avoir parce qu'on va jamais lâcher. C'est ça. Mais oui. C'est arrivé. Donc, je donnerais ce même conseil. Merci beaucoup. En fait, merci beaucoup pour cette entrevue. C'est tout pour moi. J'ai vraiment apprécié le fait que vous avez accordé cette entrevue. Merci pour tous les conseils, toutes ces expériences. Sûrement que les femmes qui vont écouter la vidéo, je suis sûre qu'elles vont s'inspirer de ce que vous avez vécu.